Alors maintenant les chiffres, pour la petite histoire, vous dire qu'on se basait en Belgique essentiellement sur des chiffres français qui avaient été récoltés par l'association Face à l'inceste et qui a fait plusieurs sondages commandés à l'institut privé l'IFOP. Donc aussi en France, ce n'étaient pas des chiffres financés par l'État, mais par des associations. Et donc il y a quelques mois, dans les différentes réunions qu'on a entre nos deux collectifs, on s'est dit, bah tiens, en fait, on va faire comme les Français, on va aller chercher nous-mêmes les chiffres si l'État ne nous les donne pas. Et donc on a contacté Face à l'inceste, qui nous a communiqué le sondage français, la méthodologie, et on a essayé de contacter l'IFOP, mais voilà, c'était pas simple de les atteindre, et puis on s'est dit, ben, on va quand même travailler avec des Belges, et donc on a pu rencontrer l'Institut de sondage Dedicated, qui est représenté par Sacha Dumoulin, qui peut venir s'installer, et je le remercie déjà pour le travail qu'il a fait, un travail qui a un certain coût, mais c'était le coût pour avoir l'exigence de la qualité. Et je le dis pour dire qu'on nous interroge déjà sur quelle est la fiabilité de vos chiffres, mais en fait on a voulu vraiment mettre l'argent. Cet argent on ne l'avait pas parce qu'on est tous et toutes bénévoles. Et donc on a fait une campagne participative et 157 personnes ont mis entre 5 et 1000 euros pour financer ce sondage. Et je le dis déjà peut-être, mais en fait, en fonction du nombre de personnes interrogées, vous améliorez la fiabilité de votre sondage. Et donc, ça coûte chaque fois un peu plus cher. Mais nous avons souhaité que 2000 personnes soient interrogées, ce qui permet d'avoir une marge d'erreur plus réduite, tu pourras l'expliquer. Mais c'était vraiment pour nous dans cette idée de, on va peut-être le faire qu'une fois. Et donc, on met les moyens. Et donc, merci aux 157 personnes qui nous ont aidés. Et maintenant, Sacha, je te propose commenter ce sondage. Voilà, merci beaucoup Thomas pour l'accueil et désolé du prix du sondage du coup. Voilà. Alors juste pour que je me cale bien sur la présentation, on est d'accord. Oui, pardon, donc je vais essayer de rester le plus proche de ce dernier sans crier dedans. Alors avant de commencer, il est important pour moi de vous rappeler que, comme Thomas l'a dit, c'est un sondage. Donc nous sommes bien sur une étude qui a été réalisée sur un échantillon représentatif de la population belge et donc il y a fatalement une marge d'erreur. Okay, donc le sondage, son métier réel, c'est de réduire les incertitudes qui planent au sein ou autour d'un objet d'étude, en l'occurrence ici l'inceste et sa pénétration au sein de la société belge. Alors dans le courant de cette présentation, on s'est dit que ça allait être intéressant puisqu'on est sur une petite présentation, le rapport complet est communiqué dans un second temps. On a essayé de partir sur un storytelling assez clair. C'est d'abord de mesurer un petit peu l'ampleur du phénomène ici en Belgique, de comprendre qui sont les victimes et les auteurs, d'analyser aussi les circonstances de ces violences et avant de terminer, les attentes exprimées par la population. Mais avant tout ça, il est important pour moi aussi de préciser quelques éléments de méthodologie et dont les suivants. Je pense qu'ils apparaissent derrière. Oui, tout à fait. Donc voilà, donc c'est bien un sondage qui a été réalisé en collaboration avec Patouche et du collectif Face contre l'inceste. Nous avons rédigé un questionnaire en collaboration. Donc c'est Patouche et moi-même qui avons d'abord commencé la rédaction, puis nous avons partagé, diffusé ce questionnaire pour le rendre le plus exhaustif possible au niveau des insights à mesurer. L'enquête, comme vous pouvez le constater, a duré 7 minutes et les résultats sont tout chauds puisqu'en fait on les a récoltés entre le 10 avril et le 26 avril. Alors l'échantillon, comme Thomas l'a indiqué, on a interrogé 2000 personnes représentatives sur les critères socio-démo classiques qui sont le genre, l'âge, la province et vous avez une marge d'erreur de 2,19%. Alors pour ceux qui sont un peu moins familiers avec cet indicateur statistique, pour votre petit rappel, on revient un petit peu en arrière à l'école, c'est une parabole. Et cette marge d'erreur est toujours la plus élevée pour des fréquences observées proches de 50%. Au plus on va s'écarter de cette fréquence observée de 50, au plus la marge d'erreur va diminuer. Okay, donc quand vous allez observer des résultats de l'ordre de 5-10%, la marge d'erreur est plus faible et donc en fait la robustesse de l'extrapolation, ça veut dire d'extrapolation sur la population nationale, est plus consistante et plus puissante. Okay, d'ailleurs je renvoie peut-être au slide suivant, si vous voulez bien. Voilà, parce qu'ici on a une explication assez claire de ce qu'est la marge d'erreur. Donc lorsque vous verrez dans le sondage des fréquences observées de l'ordre de 50%, il faudra appliquer en fait une marge d'erreur de 2,19. C'est-à-dire qu'à la fréquence observée, vous ajouterez 2,19, mais vous retirez également, ce qui créera un intervalle de confiance dans lequel il y a une probabilité de 95% de chance que si on avait interrogé tous les Belges,
la réponse se situerait dans cet intervalle de confiance. Au plus vous allez diminuer, comme vous regardez, enfin comme vous pouvez le constater, au plus la marge d'erreur diminue et donc la capacité d'extrapolation augmente avec la diminution ou l'augmentation des fréquences observées. Je vous propose maintenant de passer directement aux principaux constats. Et donc le premier enseignement qui est non des moindres, c'est sans doute que l'inceste est loin d'être un phénomène marginal. Alors oui, comme vous pouvez le constater, selon la définition actuelle du code pénal, 7% des Belges déclarent avoir été victimes d'inceste étant mineurs. Alors derrière cette moyenne, il se cache pas mal de choses, plusieurs enseignements importants, dont notamment le fait que c'est un phénomène que l'on observe davantage auprès des femmes que chez les hommes, quasi 2 fois plus, comme vous pouvez le constater, 10% contre 4% chez les hommes. Alors, une question, elle nous est venue spontanément à l'esprit avec Thomas et toutes ses équipes, c'est de savoir en fait cette définition de l'inceste, si on l'élargissait. Pas mal de collectifs, d'organisations se battent pour élargir finalement les auteurs d'inceste et de les impliquer, ou plutôt les intégrer dans la définition légale. Ce que nous avons voulu faire, et donc nous avons intégré les cousins-cousines et nous avons demandé, au regard de cette nouvelle définition et de cette intégration, est-ce que vous avez été victime d'inceste étant mineur ? Alors, comme vous pouvez le constater, nous sommes sur 5% si je ne me trompe pas. Mon ordinateur a décidé de faire des siennes, donc oui, on est bien sur 5% de la population totale interrogée. Alors, la question maintenant se pose ici, c'est de savoir, mais est-ce qu'il y a des personnes qui ont été à la fois victimes d'inceste sur base de la définition légale ou celle de l'inceste avec intégration du cousin-cousine ? Alors, ce que l'on a fait ici, c'est qu'on a utilisé un indicateur statistique qui est l'unduplicated. L'unduplicated, il a simplement comme vocation à faire en sorte que chaque individu compte une seule fois dans le pourcentage total. Alors, comme vous pouvez le constater au graphique suivant, on a in fine sur la population nationale belge, toutes, c'est moi ? Non, toutes personnes confondues, on a 9% de la population totale belge qui indique avoir été victime d'un acte d'inceste, que ce soit à l'égard de la première définition telle que je vous l'ai mentionnée ou à l'égard de l'intégration de la seconde, des auteurs tels que le cousin ou la cousine. Alors une nouvelle fois ici, vous avez des différences qui sont marquantes, on l'a vu dans les premiers résultats. Lorsque l'on regarde l'unduplicated également sur le genre, on a effectivement 12% de la population, on retrouve en fait des victimes de l'ordre de 12% du côté des femmes et de 6% du côté des hommes. C'est quelque chose aussi qu'on va retrouver du côté des classes d'âge, alors avec ici des résultats peut-être à prendre un peu avec des pincettes tout de même, puisque les bases d'extrapolation, comme vous savez, au plus on va segmenter un échantillon total en différentes catégories, au plus l'effectif du sous-groupe est faible, donc l'extrapolation techniquement devient un peu plus délicate. Néanmoins, il y a un phénomène quand même assez intéressant, ou plutôt quand je dis intéressant, c'est d'un point de vue chiffré, c'est qu'on voit très clairement qu'il y a le poids du silence ici. Pour les vieilles générations, quand je dis vieille génération, autant pour moi, 55 ans, c'est pas beaucoup, je sais, mais on a voulu ventiler sur 3 groupes d'âge, on voit effectivement que, et je le dis déjà, d'ores et déjà, parce qu'on le verra dans la suite du sondage, que le poids du silence est assez fort ici, et qu'effectivement, l'ouverture de la parole, ou plutôt la parole, l'expression de ces actes, s'est vraiment débloquée au fur et à mesure des années, et puis, puisqu'à l'époque, probablement, la perception que les jeunes avaient de ces actes n'était pas la même que celle que les jeunes ont aujourd'hui. Alors maintenant qu'on a mesuré l'ampleur finalement auprès des victimes, de pouvoir mesurer avec toujours des pincettes le nombre de victimes en Belgique, on s'est posé la question de la visibilité au sein de la population belge. Et donc ici on a demandé aux Belges s'ils avaient été témoins ou s'ils connaissaient en fait une personne dans leur entourage qui était victime d'inceste, à la fois dans un premier temps, comme vous pouvez le constater, sur la définition légale, et ensuite sur la définition avec intégration du cousin-cousine. 26% des personnes interrogées en Belgique connaissent quelqu'un dans leur entourage qui a été victime d'inceste étant mineur. Lorsque l'on demande, sur cette base d'une définition complétée par les auteurs tels que le cousin-cousine, on a 17%. Le même exercice a donc été réalisé avec l'unduplicated et on ne peut observer que quasi une personne sur 3 en Belgique connaît au moins une personne qui est victime d'inceste, que ce soit sur base de la définition pénale, dans le code pénal, ou de la définition avec intégration du cousin-cousine. Lorsqu'on parle d'inceste, c'est effectivement, dans l'esprit des gens, on parle d'un seul acte en tant que tel. Je pense qu'ici, il était intéressant aussi de mesurer en fait la portée de l'inceste. Et donc, on a voulu mesurer aussi les violences que nous rapportaient les personnes qui se disaient victimes.
Alors comme vous pouvez le constater, elles prennent une forme diverse et variée, mais certaines apparaissent fatalement beaucoup plus fréquentes. On parle notamment des agressions sexuelles avec attouchement, où près de 9 personnes sur 10 indiquent qu'ils ont malheureusement été victimes de ce type de violence-là. Ensuite, on est près à près d'une personne sur 2 qui indique avoir été, qui rapporte plutôt un viol ou des actes d'exhibitionnisme. Et enfin, 2 personnes sur 5, comme vous pouvez le constater derrière moi, déclarent avoir été l'objet en fait, de confidences répétées à caractère sexuel. Ensuite, on tombe dans des éléments, ou plutôt des actes identifiés plus marginaux. Je parle de marginaux parce que fatalement, on est sur un faible échantillon. Vous verrez toujours en bas à droite la taille, en bas à gauche la taille de l'échantillon. On est bien sur les personnes qui ont indiqué avoir été victimes, sur la première définition ou la deuxième avec intégration. Alors, toutes ces violences sont généralement commises par une seule personne ou par plusieurs personnes. On s'est posé également la question, et comme vous pouvez le voir au slide suivant, dans la majorité des situations, nos répondants ont indiqué que les violences étaient majoritairement le fait d'une seule personne. Néanmoins, et il n'est pas à négliger bien évidemment que des victimes déclarent avoir été confrontées à plusieurs victimes, plusieurs auteurs, comme vous pouvez le constater derrière moi. On est sur 72% et puis 21% pour la première agression. Et vous voyez qu'en règle générale, la moyenne par agression, lorsqu'on dit avoir été victime de ce type d'acte, on est quasi sur une personne sur 5 à chaque fois. Alors, qu'en est-il de l'identité des auteurs? C'est une question, on parle d'inceste, donc tout le monde sait un petit peu à quoi se rapporte l'inceste. Avant de commenter finalement peut-être les résultats, je tiens à attirer aussi un peu l'attention sur le fait que l'échantillon des victimes que l'on a est majoritairement composé de femmes, ce qui explique effectivement que les résultats soient très majoritairement masculins, entre guillemets. Ça ne veut pas dire bien évidemment que les hommes ne sont pas agressés par des hommes, c'est pas ça que je veux dire, je veux juste être prudent dans l'extrapolation et dans l'interprétation que vous pourrez faire de ces chiffres-là. Néanmoins, comme vous pouvez le constater, une fois qu'on a interrogé ces personnes-là, il y a un petit décalage, pas très grave non plus. 29% des personnes interrogées, 24 disent que c'est le cousin, l'oncle, le père ou le cousin en l'occurrence. Donc, bien évidemment, vous n'avez pas les mêmes slides. Si, c'est bon. Donc voilà, donc c'est très majoritairement masculin, mais je rappelle, toujours prendre ces résultats avec des pincettes. Alors à quel âge surviennent ces violences finalement? Alors comme le montre le slide suivant, 50% des personnes qui se disent victimes, que ce soit sur la première définition ou la seconde, ont été victimes d'un acte d'inceste quand ils avaient 10 ans ou moins. Ces personnes, est-ce qu'elles ont parlé? Est-ce qu'elles ont communiqué sur ces actes? Alors comme vous allez pouvoir voir au slide suivant, le résultat est marquant et assez interpellant. 40% des victimes disent ne jamais avoir parlé à leurs proches de ces faits-là. Alors c'est d'ailleurs quelque chose qu'on va revoir, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le poids du silence. On est sur 60% des personnes ayant 55 ans et plus qui n'ont pas communiqué sur ces actes-là. On voit qu'on descend de 37 à 32% respectivement pour les classes d'âge les plus jeunes. Donc il y a une forme d'ouverture à la discussion, ou plutôt une ouverture de la parole. Les gens commencent à communiquer là-dessus, à réagir sur ce type d'acte en disant oui, non, ce n'est pas normal, là où effectivement le poids du silence des générations passées a probablement eu raison, en l'occurrence, de certaines catégories d'âge. Alors, celles qui se sont exprimées, parce que finalement, comme vous pouvez le constater, 16% des victimes déclarent avoir révélé les faits, celles qui se sont exprimées, est-ce qu'elles ont été soutenues, crues, accompagnées? Alors, comme vous pouvez voir au résultat suivant, c'est interpellant une nouvelle fois, c'est-à-dire que les premières réactions spontanées, donc les primo-réactions des personnes proches de la victime, c'est on doute de la parole de la personne. On a demandé de garder le silence pour ne pas terner, terner l'image de la famille. On a été accusé de mentir, comme vous pouvez voir, pour 33%. Et enfin, on a été éloigné pour 30% de la population interrogée du cercle familial. Alors, les bonnes réactions arrivent, comme vous pouvez le voir, dans un second temps, ce qui, justement, est interpellant et ce qui demande aujourd'hui une réelle action publique, politique à cet égard, pour qu'aujourd'hui, les personnes qui sont victimes de ce type d'actes puissent facilement en fait, communiquer, partager et surtout ne pas être remis en question. Qu'en est-il du coup de l'accompagnement? Parce que finalement,
on a demandé est-ce que vous avez porté plainte d'abord, donc un accompagnement ou une suite judiciaire et un accompagnement psychologique. Ben, c'est un peu dans la continuité en fait, des résultats que je viens de vous présenter. Seulement 15% des victimes d'inceste ont été déposées une plainte, par exemple. Pourquoi ? Principalement, si on fait un petit peu l'analyse des deux résultats, on voit effectivement que c'est le fait de ne pas être cru, de ne pas oser peut-être communiquer qui fatalement amène les jeunes à ne pas aller plus loin dans des démarches supplémentaires. Ensuite, on a effectivement l'accompagnement psychologique. Est-ce qu'on a un accompagnement qui est suffisant ? Et comme vous pouvez le constater, seulement 27% des personnes interrogées et qui se disent victimes d'actes d'inceste ont bénéficié de soins psychologiques, 15% de thérapie collective et 14% de soins médicaux et paramédicaux. Et enfin, de manière très marginale, 11% d'un accompagnement spécialisé. Alors enfin, pour terminer, avant de laisser place peut-être aux questions qu'il y aurait, nous mettrons en avant en fait les mesures en fait, qu'on a pu proposer à l'ensemble de l'échantillon. Donc pour petit retour en arrière, la présentation a été proposée en 3 blocs. Donc une première qui effectivement faisait l'état général, ce qui a permis en fait de ventiler et de créer ces fameux sous-groupes personnes victimes d'inceste, témoins, et le reste, les personnes qui n'étaient ni témoins ni victimes, que l'on a récupéré ici pour leur demander voilà, une série de mesures, et on leur a demandé s'ils étaient d'accord avec ces mesures-là. C'est pourquoi vous avez 3 résultats à chaque fois. Vous avez le premier résultat qui s'apparente, ou plutôt qui se lie aux victimes, ensuite les témoins, et ensuite le grand public. Alors, comme vous pouvez voir, les différentes propositions présentées recueillent un niveau d'adhésion qui est particulièrement élevé. Il y a même un consensus complet qui semble se dégager autour de la nécessité de renforcer la prévention, d'amélioration, la détection des situations au risque de mieux accompagner les victimes de manière générale. Voilà pour moi, pour la présentation des Shield. Donc je serai bien évidemment disponible pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup.